Pensez dans votre tête au nom de 3 scientifiques. C'est bon? Combien y avait-il de femmes parmi ces 3 noms? Et maintenant, pensez au nom de 3 femmes scientifiques. Pas facile, hein? Et est-ce que vous connaissez Aglaonis de Thessalie, Hypatie d'Alexandrie? Avez-vous déjà entendu parler de Maria Winkelmann, Émilie du Châtelet ou Nicole Rennes-Lepaute? Ça vous parle Caroline Herschel, Mary Somerville, Maria Mitchell? Est-ce que dans vos études, on vous a déjà parlé de Williamina Fleming, de Annie Jump Cannon, de Henrietta Swan Leavitt ou de Antonia Maury? Non. Bon, je vais ajouter quand même à cette liste Cecilia Penka-Poshkin, Margaret Burbidge, sans oublier Vera Rubin et Béatrice Tinsley. Ça ne vous dit rien? Non, vraiment? Normal. Ah, ce sont des femmes. Non, mais pendant longtemps, moi, j'étais incapable de citer de grandes écrivaines, de grandes cinéastes, de grandes scientifiques. Je me disais juste qu'elles n'existaient pas, en fait. Les hommes faisaient l'histoire. Les femmes, la vaisselle. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de citer des femmes, surtout dans le domaine des sciences. Est-ce qu'on serait moins douée, moins intelligente? Alors, j'ai compris beaucoup plus tard que de nombreuses découvertes ont été faites par des femmes et que celles-ci, et pas seulement dans les sciences, ont été invisibilisées. Bon, sans rentrer dans l'analyse fine du patriarcat, on peut déjà constater que l'histoire, avec un grand H, a été écrite par des hommes. Et qu'en matière de grandes découvertes, pas mal d'entre eux ont oublié de mentionner qu'ils n'étaient pas tout seuls à bosser, mais aux côtés de leur assistante, de leur sœur, de leur femme, de leur mère parfois. Des femmes qui ont observé et surtout réfléchi à propos du cosmos, de l'espace, des astronomes, des femmes qui ont fait des contributions essentielles en cosmologie et qui toutes ont subi l'effet Matilda. L'effet Matilda, c'est la minimisation systématique des contributions des femmes dans les découvertes scientifiques. La Matilda, qui a donné son nom à l'effet, était une féministe américaine, Matilda Joslyn Gage. Et croyez-moi, on pourrait faire toute une conférence TEDx sur elle aussi. Quand j'étais petite, je croyais que seuls les hommes avaient le droit de réussir dans le domaine des sciences et techniques. En fait, cette invisibilisation des femmes entraîne des conséquences telles que le manque de modèles féminins auxquels se référer. Et ça conduit en fait pas mal d'entre nous, les femmes, à penser qu'on n'est pas compétentes. Moi, par exemple, j'avais tendance à dire, et donc à croire, que j'étais nulle en maths. En fait, les filles, on n'est pas nulles, on manque juste de confiance en nous. Il y a une sociologue super qui s'appelle Clémence Perronnet qui le dit très bien. En fait, le manque de confiance en nous, c'est une construction sociale. Alors, je vais vous parler en fait de beaucoup de femmes qui ont fait des contributions en cosmologie et qui, justement, à la base, elles n'avaient pas beaucoup confiance en elles non plus. Je vois certaines dans la salle qui froncent les sourcils un petit peu déconcertées. Oui, alors c'est la deuxième fois que je vous genre tout au féminin, mais je précise que c'est pas une erreur de ma part. J'ai bien vu que vous portiez pas tout un utérus. Et je me dis que bon, nous les femmes, la moitié de l'humanité, ça fait des années qu'on est genrées au masculin pluriel. Je me suis dit que pour un petit quart d'heure, ça allait bien se passer pour vous, messieurs. S'il y a bien une femme qui manquait de confiance en elle, au point de travailler gratuitement, puis qui finit par accepter une paye de 30 cents de l'heure, c'est bien Henrietta Swan Leavitt. Pourtant, si Leavitt n'avait pas fait ce qu'elle a fait, on aurait mis beaucoup plus de temps à comprendre que la Voie lactée n'était pas qu'une seule galaxie parmi des milliards. En fait, avant elle, on pensait que la Voie lactée, c'était tout l'univers.
Et accessoirement, on pensait qu'on se trouvait au centre. En étudiant un certain type d'étoiles, précisément les variables de type céphéide, elle a émis l'hypothèse qu'elles se trouvent toutes à peu près à la même distance. Et avec 2 données, leur luminosité et leur période de variation, elle a établi une relation permettant de calculer les distances dans l'univers. Elle a tout simplement donné les clés aux astronomes de l'époque pour ouvrir les distances des portes de l'univers. Mais Henrietta Swan-Leavitt, sa loi, en fait, elle est connue sous le nom de relation période-luminosité, plus que sous l'éponyme loi Leavitt, alors qu'on a toutes et tous entendu dans notre vie au moins une fois parler de la loi de Hubble. En fait, ce qu'on sait moins, c'est que cette loi de Hubble s'appuie en grande partie sur tous les travaux de Leavitt. 3 ans après sa mort, débarque à Harvard une jeune chercheuse qui s'appelle Cecilia Payne, qui est une chercheuse exceptionnelle et qui, elle aussi, est victime de l'effet Matilda. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était dans une série documentaire intitulée Cosmos et présentée par l'excellent astrophysicien Neil deGrasse Tyson. Cecilia Payne, c'est la première personne à avoir compris que les étoiles sont majoritairement composées de gaz, hydrogène et hélium essentiellement. Avant elle, on pensait que les étoiles, elles étaient essentiellement composées de fer. Mais malheureusement, elle est entrée comme... en fait, elle est allée présenter les résultats de ses recherches à Henry Russell, qui à l'époque était la big star de l'astronomie, mais il lui a demandé, malheureusement, d'écrire que ses conclusions étaient fausses. Et c'est ce qu'elle a fait. Bizarrement, 4 ans plus tard, qui s'est targué d'avoir fait cette découverte révolutionnaire ? Ouais, c'est ça, Henry Russell. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble la nébuleuse de la tête de cheval ? En tout cas, c'est Williamina Fleming qui l'a découverte. À l'époque, il fallait avoir de bons yeux et beaucoup de patience pour déceler sur des plaques photographiques de piètre qualité ce chef-d'œuvre cosmique. Cette nébuleuse, elle est située à 1600 années-lumière de nous et elle se trouve dans la constellation d'Orion. Williamina, en fait, à la base, elle n'était pas du tout destinée à devenir astronome. Elle a été serveuse, bonne, femme de ménage. Mais si vous allez lire les articles qui ont été écrits sur elle, vous découvrirez que c'est devenu c'est la pionnière, en fait, de la classification des étoiles. Malheureusement pour elle, elle est rentrée comme assistante de Edward Charles Pickering, le directeur de l'observatoire de Harvard, qui s'est attribué tous les travaux, en fait, de ses environ 80 assistantes. Et parmi toutes ces assistantes, il y en avait beaucoup. Et aux côtés de Williamina, il y avait aussi Annie Jump Cannon. Annie Jump Cannon, elle a non seulement classé plus de 300 000 étoiles au cours de sa vie, il paraît qu'elle pouvait classer une étoile en moins de 3 secondes, mais elle a mis au point le système de classification des étoiles encore en vigueur aujourd'hui. Les astronomes aguerris de la salle savent que certaines étoiles commencent par les initiales HD, puis souvent il y a des chiffres. Par exemple, HD 39801, c'est Bételgeuse. Toutes ces étoiles, elles sont répertoriées dans un catalogue, le catalogue Henry Draper. En toute logique, on en vient à se dire, c'est Henry Draper qui a répertorié l'étoile, il l'a classée, il a donné son nom. Eh ben non, raté. C'est Annie Jump Cannon qui a classé, qui a répertorié l'étoile et qui l'a mis dans le catalogue Henry Draper. Alors, du coup, la prochaine fois que vous verrez dans le ciel une étoile qui commence par les initiales HD, dites-vous qu'elle aurait dû commencer par les initiales AJC pour Annie Jump Cannon. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé de quoi nous sommes faits ? Notre peau, nos cheveux, nos dents, nos os, en fait, tout ce dont on est constitué sont faits des mêmes briques élémentaires du vivant. De l'hydrogène, de l'azote, du carbone, du calcium et du phosphore. Vous vous souvenez là du tableau de Mendeleïev qui était derrière nos livres de physique-chimie, avec tous les atomes. En fait, si on se pose la question d'où viennent ces atomes, la réponse, elle est vraiment surprenante. Ils viennent en fait en partie du tout début de l'univers, du Big Bang,
et en partie des explosions d'étoiles. En fait, quand les étoiles elles ont brûlé tout leur hélium, elles vont exploser en supernova, et c'est ça qui va produire à peu près tous les éléments atomiques que nous connaissons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Hubert Reeves il disait que nous sommes de la poussière d'étoiles. Alors, en fait, c'est super beau comme expression, mais c'est surtout vrai. Moi, j'ai été, pour ma part, tellement éblouie par cette révélation que j'ai eu envie de reprendre des études. Et donc, j'ai fait une remise à niveau scientifique à l'âge de 30 ans. Et si on se pose la question, mais en fait, qui a découvert ça, en fait, que nous sommes de la poussière d'étoiles ? Eh ben, ouais, c'est une femme encore, Margaret Burbidge. Certes, pas toute seule. Elle a eu accès au télescope du mont Wilson en se faisant passer pour la secrétaire de son mari. Oui, car en 1955, ce télescope est interdit aux femmes. Motif ? Il n'y a qu'un seul dortoir pour hommes. Non mais oui, vous ne voyez pas du tout de contradiction au fait qu'il soit possible de fabriquer le plus grand télescope à l'époque de sa construction, mais pas une cloison pour faire une deuxième chambre. Bon, en tous les cas, Margaret, enceinte, elle passe 9 mois à faire des observations toutes les nuits du ciel et elle contribue à rédiger un article majeur qui s'appelle « Synthèse des éléments des étoiles ». Mais en fait, il n'y a qu'un seul des co-auteurs de l'article qui a été récompensé par le prix Nobel de physique en 1983, c'est William Fowler. Quant à Margaret, après, elle a eu une carrière, elle a fait plein de choses à côté. Elle a été pionnière dans l'étude des courbes et des masses des galaxies et aussi dans l'étude des quasars. Selon l'association Femmes et Sciences, si les filles réussissent mieux leurs études que les garçons, toutes disciplines confondues, elles sont pourtant moins promues dans leur environnement professionnel et particulièrement moins nombreuses dans les disciplines scientifiques. Est-ce qu'on peut se poser la question de... Est-ce qu'il y a encore des stéréotypes de sexe qui sont véhiculés à travers la publicité, la culture, la musique, le cinéma ? Donc, y a-t-il encore un espoir ? Est-ce que tout est déterminé d'avance pour les filles ? Heureusement, non. Après avoir validé cette équivalence Bac S, je me suis plongée dans la vulgarisation et la transmission, la vulgarisation scientifique. Et c'est à peu près à cette même période que je me suis intéressée à l'effet Matilda. Et j'ai découvert qu'il existe un antidote. L'effet Scully. Vous vous souvenez de X-Files ? Mulder croit en l'existence du paranormal, alors que Scully, médecin, elle est plus sceptique. Il paraît que les adolescentes qui ont regardé cette série culte des années 90 se sont plus tournées vers les disciplines scientifiques. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense pas que ça va tout résoudre. Il faudra parler des écarts de salaire, des responsabilités, etc. Mais c'est un début. Dans le domaine de l'espace, de nombreux mystères restent à résoudre. Que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir ? Qu'est-ce que l'énergie sombre ? Ce curieux phénomène qui conduirait à l'accélération de l'expansion de l'univers. Vers où se déplacent les amas de galaxies à l'intérieur desquelles notre minuscule planète bleue évolue ? Des hommes et des femmes ont tenté de répondre à ces énigmes, comme par exemple Vera Rubin, pionnière dans l'hypothèse de la mystérieuse matière noire. Aujourd'hui, de nombreuses femmes travaillent dans le domaine de l'astrophysique, parmi lesquelles Hélène Courtois, astrophysicienne à l'Université de Lyon, qui a cartographié une partie de notre univers, révélant au grand public les frontières du continent extragalactique dans lequel nous vivons. Nous sommes ici, là. Notre cerveau n'a pas de sexe. Et nous avons besoin des hommes comme des femmes pour résoudre les mystères de la cosmologie. Le savoir ne devrait ni être réservé à une catégorie sociale, ni à un sexe, ni limité par des frontières.
Alors, pour en finir avec l'effet Mathilda, déployons l'effet Scully. Diffusons partout où c'est possible les travaux de femmes rationnelles, créatives, persévérantes, pour comprendre notre histoire, pour préserver notre futur, pour que nos filles sachent qu'elles peuvent tout faire.